Bonsoir à tous les amis, ce soir nous sommes avec Jean-Pierre Chamodeau. Bonsoir Jean-Pierre. Bonsoir Gwendoline. C'est un plaisir comme d'habitude de te retrouver, c'est notre rendez-vous mensuel, très très enrichissant avec toi. Plaisir partagé. Alors, donc, toi, pour faire un petit rappel, je sais que maintenant vous commencez à connaître Jean-Pierre, mais alors Jean-Pierre, lui, il a un long parcours de chercheur, donc tu as été kinésithérapeute, tu as fait 4 écoles d'ostéopathie, une école d'acupuncture, 20 ans d'enseignement de Qigong, et bien sûr, là, tu as trouvé cette méthode de la libération holographique du cœur du péricarde. Et donc, tu nous décortiques un petit peu tout ça pour qu'on ait une compréhension complète de finalement, c'est un peu de la physique quantique, tout ça. Oui, j'avais commencé ma recherche d'une manière tout à fait intuitive et pratique, et j'avais d'excellents résultats cliniques. Et certains de mes patients me disaient, c'est très très bien ce que vous faites, mais on serait bien rassuré si vous aviez des preuves scientifiques et si vous pouviez nous expliquer pourquoi et comment ça marche. Et donc, pour ces gens-là, je me suis lancé dans une recherche. Donc, en plus de tout ce que tu as dit, j'ai étudié de plus près la physique quantique, la biophotonique et donc l'épigénétique. Et ce qui me permet aujourd'hui de comprendre à peu près, parce qu'on n'a jamais entièrement compris, de quoi il s'agit, comment ça fonctionne et pourquoi ça fonctionne. Et du coup, j'ai le plaisir de vous en tenir informé. Voilà, tu nous as fait des magnifiques plaquettes bien détaillées qu'on peut regarder tranquillement de chez nous dans notre canapé ou je ne sais où. Donc, merci. Et donc, le titre de ce soir, c'est « Pourquoi œuvrer pour le bien-être cellulaire ?» Est-ce que tu veux enrichir ce qu'on va voir ce soir? Et oui, donc tu étais pour des titres très très courts, et effectivement c'est nécessaire, mais ça n'explique pas exactement ce dont je voudrais parler ce soir. Donc ce que je voudrais, c'est expliquer comment on va quitter des mauvaises habitudes et comment on va adopter des nouvelles habitudes qui sont un peu plus positives. Donc il y a un changement dans la manière de penser et de percevoir la réalité qui me semble extrêmement important parce que ça a des conséquences non seulement sur ma recherche, mais sur la vie de tout être humain, tout simplement. Super. Voilà. Alors, nous voilà partis pour une nouvelle aventure avec toi. Voilà, j'ai déjà donné 2 premières conférences dans lesquelles je survolais un petit peu toute la technique que je voulais expliquer. Et puis la dernière conférence, c'était la première conférence pour entrer dans les détails. Donc ce soir, c'est la 2e conférence. Et donc dans cette première conférence pour entrer dans les détails, j'avais un peu précisé, quand on dit qu'on se sent pas bien, qu'on a des problèmes, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire tout simplement que, je vais déjà mettre le diaporama. Voilà. Ça veut dire que j'ai donné des mots précis pour exprimer le mal-être de la plupart des gens. Et derrière les mots douleur, tension, pathologie, mal-être, isolement, manque et dépendance, j'ai commencé à expliquer pourquoi j'ai employé ces mots et que la plupart des gens pensent peut-être appartenir à un mot, enfin disons avoir des symptômes correspondant à un seul mot, mais je suis arrivé à la conclusion que finalement chaque être humain pouvait ressentir tous ces problèmes en même temps, même s'il n'en était pas conscient. Donc après, on s'est posé la question, pourquoi ces problèmes? Et donc, on avait commencé à parler de la cellule comme étant la clé de notre santé, de notre bien-être. C'est quelque chose d'aussi simple que si une cellule fonctionne bien, c'est la santé et le bien-être, et que si une cellule fonctionne mal, c'est le mal-être et les pathologies. Donc, c'est la clé, c'est le central, c'est la cellule. Alors, quand on sait que c'est la cellule qui va tout déterminer, donc on va s'intéresser à la cellule, et si on s'intéresse à la cellule selon c'est la biologie cellulaire, bien entendu, qui va nous amener quelques renseignements sur comment fonctionnent les cellules, sauf que la vieille biologie cellulaire, qui est encore la biologie cellulaire officielle, fonctionnait uniquement sur l'explication de la cellule à travers la chimie, et que depuis, eh bien, la physique quantique est apparue, je vais en parler un petit peu ce soir, qui fait que ça change complètement la perception et la compréhension
du fonctionnement d'une cellule et grâce à la physique quantique. Alors, si on fait physique quantique plus biologie cellulaire, ça nous donne épigénétique. Et donc, je consacrerai une conférence uniquement à l'épigénétique. Mais en attendant, c'est bien l'épigénétique qui nous dit que c'est la cellule qui est la clé de notre santé et qu'elle nous dit autre chose, c'est que si il y a une chose, enfin la plupart, dans 95% des cas, de la population sur notre planète, nos cellules sont normales, c'est-à-dire on a affaire à des gens normaux, c'est 95% de la population. Or, 100% de la population étant malade, avec des cellules parfaites, donc on va se demander pourquoi il y a un problème. Eh bien, il y a un problème tout simplement à cause de l'environnement. Et ça, c'est ce que nous apporte l'épigénétique. Alors, donc, l'environnement, on en a parlé un tout petit peu, il est stressant. On avait dit qu'il y a quelques milliers d'années, le stress c'est une fois de temps en temps un gros stress, alors que dans notre époque moderne, c'est 24 heures par jour et 365 jours par an que nous sommes stressés et que nous sécrétons des hormones de stress. Alors, dans la dernière conférence, on a regardé d'un peu plus près ce qui se passait quand les hormones de stress étaient sécrétées au niveau des cellules. Et bien, effectivement, les cellules changeaient de comportement, elles se ferment et elles se rétractent. Et j'avais expliqué toutes les conséquences de cette fermeture et cette rétraction tessulaire, c'est-à-dire, en fait, si on résume, eh bien, c'est les pathologies d'origine anatomique, les pathologies d'origine physiologique et le mal-être. J'avais aussi parlé d'un champ particulier qu'on appelle l'âme, que les mystiques appellent l'âme, Dieu l'appelle amour, la joie. Et quand les cellules se ferment, eh bien, elles enferment cette âme et elles nous coupent de notre âme, elles nous coupent de l'amour que nous sommes, elles nous coupent du bien-être que nous sommes. Et voilà pourquoi nous sentons mal. C'est ce qu'on appelle le mal-être. Alors voilà, donc ça c'est un peu tout ce que j'ai raconté la dernière fois. Et on était arrivé, j'avais montré des planches anatomiques pour expliquer en quoi la rétraction des tissus donc était à l'origine de pathologies. Et on en était arrivé tout simplement à la conclusion que, eh bien, ce serait peut-être intéressant de rallonger les tissus, c'est-à-dire d'ouvrir les cellules et d'augmenter leur volume. Donc, effectivement, quand on comprend mieux le pourquoi des problèmes, eh bien, on va pouvoir s'intéresser à une solution. Et comment on va s'y prendre pour ouvrir les cellules et pour augmenter leur volume? Eh bien, déjà, si on veut trouver une solution, il va falloir qu'on prenne conscience que nous sommes dans la mauvaise direction depuis de nombreuses années. Et donc, la première partie de la conférence de ce soir va expliquer en quoi nous nous sommes trompés jusqu'à présent. Et donc, dans la deuxième partie, on va commencer à se poser des questions pour trouver des nouvelles solutions, des solutions qui n'ont rien à voir avec celles qui, jusqu'à présent, étaient utilisées et ne fonctionnaient pas. Voilà. Donc, on va commencer par renoncer à nos erreurs matérialistes. Donc, ça va nous amener à parler un petit peu d'une manière de percevoir la réalité, et donc d'un paradigme scientifique qu'on appelle newtonien. Isaac Newton, avant Isaac Newton, on avait Descartes, et à l'époque de Descartes, eh bien, on parlait encore de l'esprit. Et puis Newton est arrivé, il a dit l'esprit ça sert à rien, on jette l'esprit, on garde que la matière. Et donc c'est à partir de là que donc au 19e siècle, eh bien, on a même 18e siècle, on a commencé à penser de travers et donc à trouver des solutions qui sont fausses. Alors donc évidemment, le paradigme matérialiste de Newton repose sur une perception de la réalité qui a été remise en question récemment par nos physiciens, à savoir que chaque objet de matière est séparé d'un autre objet de matière par du vide, et que dans le vide, il n'y a rien, et que donc il n'existe pas d'interaction d'un objet de matière sur un autre objet de matière à distance. Donc nous sommes séparés les uns des autres, et nous sommes isolés comme des îles sur un océan. Alors évidemment, c'est ce qu'on appelle la séparation, et donc cette séparation,
va cette manière de voir la réalité va amener des solutions à nos problèmes qui sont fausses. Eh bien, par exemple, je parlais de rétraction des tissus, et donc, si on se base sur le raisonnement matérialiste, eh bien, c'est quelque chose qui est un petit peu primaire. Je dis, puisqu'on a déduit la dernière fois que la santé, c'était des tissus longs, et que le problème, c'est des tissus qui se rétractent et se raccourcissent à cause des hormones de stress, la solution matérialiste consiste simplement à lutter contre ces rétractions en faisant des étirements, c'est-à-dire qu'on prend le tissu par les deux extrémités et qu'on tire dessus. Donc, on agit en tant que corps de matière sur un corps de matière avec les forces de la physique d'Isaac Newton, la force de la physique mécanique. Donc ça, c'est le problème vu sous l'angle matérialiste avec des solutions matérialistes. Et donc, ça ne marche pas. Et donc, j'ai pu me rendre compte que ça ne marchait pas, tout simplement parce que j'ai pu quantifier les résultats que ça donnait. Quand j'étais kinésithérapeute et qu'on constatait qu'un tissu était trop court, effectivement, on prenait le tissu par les deux extrémités, on tirait dessus. Et donc, la première chose que j'ai constatée, c'est que ça ne fonctionne pas. Tout simplement, la manière que j'ai de vérifier si un tissu se rallonge ou pas, eh bien, voilà, vous avez, je pense que les gens ont les images, hein, on est bien d'accord? Oui. Oui. Donc, vous avez un compas à deux branches, et puis entre les deux branches du compas, vous avez une petite ficelle qu'on a collée qui fait 3 cm de longueur. Eh bien, vous constaterez qu'avec une telle ficelle, on ne peut ouvrir le compas que jusqu'à 45 degrés. On ne peut pas plus loin. Par contre, si on change la ficelle et qu'on met une ficelle de 6 cm, on va pouvoir ouvrir le compas à 90 degrés. Et si on met une ficelle encore un peu plus longue de 8 cm, on va pouvoir ouvrir le compas à 180 degrés. Et donc, ce qui me permet de vérifier si, quand je tire sur un tissu, ça se rallonge ou pas, eh bien, par exemple, ce compas peut symboliser une épaule. Et donc, la petite ficelle de 3 cm, c'est les tissus mous qui croisent l'épaule. Eh bien, en tant que kiné, quand une amplitude d'épaule était limitée, on me demandait de prendre les deux branches du compas et de les écarter pour rallonger cette ficelle. Et donc, je tirais comme une brute, souvent 1 heure d'affilée, et j'obtenais sur 3 cm, je rallongeais de 1 mm ou 2 au bout d'1 heure. Et ce gain de 1 ou 2 mm est complètement ridicule si on part du principe que, en fait, cette ficelle s'est raccourcie de 5 cm. Donc, si elle fait 3 cm, elle devrait faire 8 cm. Or, si je tire et que j'écarte les branches du compas, quand je tire sur cette ficelle de 3 cm, elle arrive à 3,0102 cm. Et donc, évidemment, ce résultat est complètement ridicule. Et donc, en plus, il est éphémère parce que, en fait, ça tient 1 heure et puis 1 heure après, ce qu'on a acquis comme résultat, eh bien, ne fonctionne, est perdu. Autrement dit, on revient à 5 cm de rétraction. Et donc, ça, c'est une manière. J'ai fait ça pendant des années et au bout de quelques années, avec des résultats aussi insuffisants et aussi éphémères, il me restait 2 options, soit changer de métier, si je suis incompétent, soit effectuer ma recherche pour être efficace dans l'art de rallonger les tissus. Et ça a été le début de ma démarche. Alors évidemment, quand on constate que quelque chose ne fonctionne pas, quelque chose qu'on a appris en faculté de médecine et à l'école de kinésithérapie, eh bien, on se dit, tiens, peut-être qu'on m'a pas dit que des choses qui sont vraies, et ça m'a amené à prendre du recul par rapport à tout l'enseignement que j'avais reçu et à tout remettre en question, c'est-à-dire d'avoir une démarche scientifique et de vérifier tout ce qu'on m'avait appris. Alors évidemment, la première chose que je me suis demandé quand j'en suis arrivé à cette époque-là, c'était pourquoi, quand je lutte contre les rétractions et que je tire sur un tissu, ça se rallonge pas. Ça, c'était la question qui me... Si j'arrivais à trouver une réponse à cette question, peut-être que je trouvais une solution. Ça revient à dire que derrière, pour répondre à cette question et pour comprendre, j'avais à remettre en question
tout l'ancien mode de pensée scientifique dit matérialiste. Ça, je m'en suis rendu compte après. Et donc, ce système de pensée matérialiste repose sur une croyance concernant notre identité. C'est ce que je disais tout à l'heure. Nous sommes des corps de matière séparés des autres corps de matière. Et donc, ça repose sur le principe de la séparation. Évidemment, si je suis séparé des autres corps de matière et que ces autres corps de matière ne sont pas moi, je peux éventuellement leur faire la guerre et les tuer sans que ça me porte préjudice à moi-même, puisque je ne suis pas cet autre-là. Alors, ça, c'est la base du raisonnement matérialiste, et cette base, il a été prouvé comme étant fausse. Hein. Alors évidemment, cette base fausse, tous les scientifiques, tous les êtres humains sont passés par ce système de croyances erronées, et y compris les plus grands scientifiques comme Albert Einstein. Quand il en était uniquement au niveau de la relativité restreinte, Einstein disait, les objets distants ne peuvent avoir une influence directe l'un sur l'autre puisqu'ils sont séparés. Un objet ne peut être influencé que par son environnement immédiat et non pas par des objets à distance. Donc, sans l'hypothèse de l'existence mutuellement indépendante des choses séparées spatialement, les unes des autres, hypothèse qui trouve son origine dans la pensée de tous les jours, c'est ce que dit Einstein, la pensée physique qui nous est familière ne serait pas possible. On ne voit pas comment les lois physiques pourraient être formulées et vérifiées sans une telle séparation. Donc, même Einstein, qui était extrêmement intelligent, au début de sa carrière, croyait dans la séparation, tout simplement parce que ses sens le trompaient. Il parle bien de l'hypothèse qui trouve son origine dans la pensée de tous les jours. Voilà. Et donc, à partir de cette vision qui est erronée, donc au XIXe siècle, eh bien, nous sommes partis sur la base de la séparation matérialiste, dans un engrenage de mort. Et cet engrenage de mort, c'est le culte de la mort qui est répandu dans notre société actuelle, avec ses armes de destruction massive qui tuent les gens, son agrochimie qui tue les sols, sa médecine qui tue les microbes. Tout ça est lié au fait qu'on ignore délibérément la dimension quantique du vivant. Et cette dimension quantique du vivant, comme nous le verrons tout à l'heure, c'est le fait que nous ne sommes pas séparés et que nous sommes tous un. Donc, déjà, avant de voir quelle est la découverte scientifique qui va révolutionner cette manière de penser, avant que nos scientifiques s'y intéressent, de toute manière, beaucoup de maîtres de sagesse s'en étaient intéressés. Et j'aime bien parler du Aikido et de son fondateur qui disait que le Aikido n'est pas une technique pour se battre ou pour défaire l'ennemi, c'est le moyen de réconcilier le monde et de faire de tous les êtres humains les membres d'une même famille. Déjà, ça veut dire qu'on n'est plus dans le matérialisme. Il y a donc beaucoup de sages qui ont pensé autrement que le matérialisme. Et donc, le maître en Aikido dit « Celui qui veut se battre a perdu le contact avec l'univers. Si tu essaies de dominer les autres, tu as déjà perdu. Nous avons à apprendre comment résoudre un conflit et non pas comment le provoquer ou éventuellement le gagner. » Donc, c'est pas du tout la même logique. Alors, l'antidote à cette pensée erronée du 19e siècle arrive au 20e siècle grâce à la physique quantique. Et donc, c'est sans ce saut quantique de la physique quantique, nous allons droit à une catastrophe puisque nous sommes dans une logique de guerre, de destruction et donc de mort. Donc, je parle tant d'un être humain par rapport à un autre être humain, mais aussi de l'être humain par rapport à la planète. Et donc, l'antidote qu'est la physique quantique, on va expliquer ce que c'est que cet antidote, eh bien, donc, il va falloir l'appliquer donc en biologie et en médecine. Donc, appliquer la physique quantique en biologie, ça donne l'épigénétique, et l'appliquer en médecine, ça va donner un petit peu cette méthode dont je vais vous parler, la libération holographique du cœur péricarde, qui est une technique quantique de bien-être. Bon, alors, Einstein a évolué, bien sûr, par rapport à cette croyance dans laquelle il était, puisque après mûre réflexion et quelques années, il dit « Il devient indispensable que l'humanité formule un nouveau mode de pensée si elle veut survivre et atteindre un plan plus élevé. » Ça, c'est Albert Einstein.
c'est après la relativité restreinte. Et puis, donc, on connaît bien la phrase de André Malraux, le XXe siècle sera spirituel ou ne sera pas. Eh bien, ces gens parlent tous de la même chose. Ils parlent de la physique quantique qui prouve en 1982 que nous sommes un et que nous sommes interconnectés les uns aux autres et que la séparation n'existe pas. On appelle ça l'intrication quantique et ça correspond à ce terme d'unité qu'emploient les sages depuis des milliers d'années. Donc, sur le plan de la physique, ça correspond à ce qu'on appelle aussi à la non-localité et à l'indivisibilité. Alors, je vais prendre quand même un petit moment pour parler de cette fameuse découverte de physique quantique. Je sais bien que je vais passer une conférence complète sur la physique quantique, mais là, j'aimerais quand même faire un petit peu expliquer en quoi c'est fondamental ces découvertes de la physique quantique. Donc, à l'époque, il faut savoir qu'il y avait deux groupes dans la physique. Il y avait un groupe qui était derrière Einstein, Albert Einstein, et un autre groupe qui était derrière Niels Bohr. Alors, derrière Albert Einstein, il y avait la physique classique, et derrière Niels Bohr, il y avait la nouvelle physique quantique. Et donc, Einstein embêtait un peu Niels Bohr en lui présentant plein de problèmes qui étaient censés démontrer que la théorie quantique était erronée ou incohérente. Et alors, Bohr s'est amusé à répondre à tous ces problèmes que posait Einstein et à les résoudre un à un. Et en fin de course, Einstein finit par présenter son dernier problème, qu'on appelle donc le paradoxe EPR. Et donc, ce dernier problème qui devait prouver que la physique quantique n'était pas complète. Et donc, et qui devait aussi expliquer les bizarreries de la physique quantique, parce que, comme on le verra quand je parlerai de physique quantique, il y a plein de bizarreries qui correspondent pas à ce que nous vivons tous les jours. Alors donc, ce dernier problème que posait Einstein à Niels Bohr, eh bien, s'appelle le paradoxe EPR. EPR, ça veut dire Einstein, Podolsky et Rosen, c'est trois physiciens, qui ont posé ce problème. Lorsque deux photons d'un unique atome sont libérés et partent dans des directions opposées, si on influence le spin de l'un des deux photons, c'est-à-dire les photons, ils tournent dans un sens, eh bien, si on inverse la rotation d'un photon, eh bien, on se rend compte que ça inverse la rotation de l'autre photon qui, pourtant, s'éloigne à la vitesse de la lumière. Chacun des deux s'éloigne à la vitesse de la lumière de l'atome. Donc, comme ces photons s'éloignent à la vitesse de la lumière chacun, ça veut dire que si on veut que l'information passe d'un photon à l'autre, il faut que l'information aille 2 fois plus vite que la lumière, et ça violait à l'époque, apparemment, la limite de la vitesse de la lumière. Bon, on a vu plus tard qu'en fait, certaines particules peuvent aller plus vite que la lumière, mais à cette époque-là, pour Einstein, c'était un peu une manière de prouver qu'il y avait quelque chose qui ne collait pas dans la théorie de Niels Bohr. Alors, quand Einstein a posé ce problème à Niels Bohr a répondu, mais par des hypothèses et par une explication. Il disait que les objets quantiques ne sont pas divisibles. En fait, ces deux photons ne sont pas divisibles. Il disait que l'observation définit ontologiquement une particule et l'influence entre particules est de fait instantanée. Alors, pourquoi est-ce que c'est instantané ? Simplement parce que l'observation d'une particule entraîne non seulement l'effondrement de sa fonction d'onde, mais aussi et au même moment de celle de l'autre particule à laquelle elle est reliée, quelle que fût la distance qui les sépare. Et donc, ça voulait dire que, en fait, il n'y a pas deux photons, mais il y a un seul photon dans deux endroits de l'espace. Alors évidemment, ça semblait un peu loufoque à l'époque, surtout par rapport à notre conditionnement et à notre perception de la réalité. Et ce problème restait ouvert, puisque Niels Bohr ne donnait qu'une hypothèse qu'il n'avait pas prouvée. Alors, quelques années après, John Stewart Bell a beaucoup réfléchi sur ce paradoxe EPR, et donc il a réfléchi à ça et il a démontré
ce qu'on appelle en physique les théorèmes de Bell en 1964. Et donc, il a défini des inégalités. Il faut savoir que dans cette expérience, il y a quand même des enjeux qui sont extrêmement importants. D'une part, est-ce que la physique est déterministe, hein? Est-ce que les objets locaux, ça existe? Et donc, si c'était le cas, eh bien, il devait y avoir des inégalités qui ont été définies par Bell sur le plan mathématique, qui devaient être respectées dans la mesure de ces états intriqués. Alors, quand ces deux photons-là, ils devaient obéir à des inégalités. Et donc, quand Bell a défini ces inégalités, eh bien, ça a inspiré l'expérience de Alain Aspect, qui a démontré, dans son expérience en 1982, que les inégalités de Bell étaient violées, à savoir que donc la physique n'était pas déterministe et que les objets n'étaient pas locaux. Donc, ça remettait en question complètement la physique classique. Et donc, une petite question, intriquée, ça veut bien dire emmêlé ou enchevêtré? Exact, oui. Voilà, c'était pour être sûr. Ça veut dire que, bon, si ces deux photons qui s'alignent à la vitesse de la lumière sont intriqués, ben ils sont interconnectés. Alors, ce que dira plus tard Nassim Haramein, par ce qu'on appelle des trous de verre, on reviendra là-dessus. Donc, la conclusion de cette expérience qui est vraiment capitale, c'est que les deux particules ne sont pas en communication l'une avec l'autre dans le sens où elles échangent des informations. Elles ne peuvent être considérées comme deux objets indépendants. Il ne s'agit pas de deux particules, mais de la même particule dans deux points différents de l'espace. C'est quand même bizarre. Hein? Et ça remet en question notre manière de percevoir la réalité. Et donc, la conclusion de tout ça, c'est que c'est ce qu'on appelle la non-localité et c'est ce qu'on appelle l'intrication. Et donc, ce qui vient d'être démontré en 1982, c'est que la vérité, c'est que nous sommes tous intriqués. Donc, c'est une propriété de l'univers quantique. L'univers est un, il est lié, il est intriqué, il est enchevêtré dans une toile de liens invisibles entre particules qui sont de ce fait indivisibles. Alors donc, ces liens qui sont entre les particules sont évidemment tout petits, puisque les particules sont elles-mêmes toutes petites. Et donc, Nassim Haramein en parlait et donc décrivait ce qu'on appelle des trous de verre. J'en parlerai un peu plus tard parce que sinon je n'aurai pas le temps de faire la conférence. Bon. Alors donc l'illusion, ce que la physique classique pensait, c'est que nous étions des objets séparés. Eh bien ça c'est une illusion et ça n'a aucune réalité. Alors évidemment, comme les liens sont très petits, ça ne se voit pas. Mais c'est pas parce que ça ne se voit pas que les liens n'existent pas et qu'il n'y a pas une influence réciproque dans chaque objet, même à distance. Voilà. Alors donc cette expérience a été. Alors évidemment, il y a des physiciens qui ont contesté certaines choses, et à chaque fois donc il y a eu des physiciens qui ont recommencé l'expérience en tenant compte des remarques des physiciens et les inégalités de Bell étaient toujours violées. Et aujourd'hui, on en est à faire des expériences qui vont dans la même direction. Donc, c'est vraiment pas que quelques séries d'expériences, mais c'est beaucoup de physiciens qui ont fait beaucoup d'expériences dans ce sens et qui arrivent tous à la même conclusion. Alors évidemment, ça remet en cause les principes de la physique. Hein? Donc, vous voyez à gauche la physique classique, il existe un espace et un temps, et on voit que ça, c'est le principe 1 de la physique classique, et si on regarde le principe 5 de la physique quantique, on dit que le temps n'existe pas. Alors évidemment, ça change notre perception de la réalité. Évidemment, s'il n'y a pas de temps, puisque le principe numéro 2 de la physique classique, c'est la causalité. Il y a une cause et un effet. L'effet arrive toujours après la cause. Mais ça veut dire que s'il y a un avant et après, c'est qu'il y a un temps. Et donc, le principe de causalité, c'est la base de toutes les sciences. Eh bien, ce principe, il est peut-être remis en question par les nouvelles découvertes. Hein. Détermination, évidemment, quand on a une vitesse, par exemple, une direction et un lieu, eh bien, on peut déduire au bout de combien de temps où sera la particule, etc. Eh bien, non, on se rend compte que c'est pas possible.
non pas parce qu'on n'a pas des instruments qui mesurent correctement la réalité, mais parce que la réalité elle-même est indéterminée. C'est ce qu'on appelle les superpositions d'états, c'est-à-dire il y a des particules qui vont en même temps à 1000 km secondes et en même temps à 10 000 km secondes. Et ça, c'est vraiment très, très difficile à percevoir, c'est vraiment très bizarre, et c'est pourtant ça la réalité. Donc, nos sens nous trompent sur la réalité. Et donc, si on se repose uniquement sur nos sens, on n'aura pas accès à la réalité. Donc, il va falloir chercher plus loin qu'à nos sens si on veut comprendre comment ça se passe. Bon, je rentrerai dans les détails lors de la conférence sur la physique quantique. J'ai une petite question de Bernard qui dit nous ne sommes que de l'énergie photonique en constante vibration. Alors, moi, j'irai un petit peu plus loin. Je dirais que nous sommes en même temps une conscience qui est tachyonique, qui est au-dessus de la vitesse de la lumière, en interaction avec un corps physique qui est constitué de bradyons, c'est-à-dire des particules en dessous de la vitesse de la lumière, et l'interaction entre la conscience tachyonique et le corps physique, le bradyon et les cellules, donc, se fait par l'intermédiaire d'informations, et que l'information est véhiculée par des photons, c'est-à-dire à la vitesse de la lumière. Je crois que c'est plus précis de dire ça. D'accord. Bon, alors... Juste une question. Voilà, moi, je pensais que vous étiez... Alors, vous m'entendez au double écho parce que je m'entends mon écho. Je t'entends pas très bien, là. Ouais, il y a l'écho. Ouais. Moi, je pensais que nous étions de la vibration qui générait de l'énergie. Alors, nous sommes de l'information. Ça va nous ramener donc aux expériences de la double fente que j'exposerai lors de la physique quantique, la conférence sur la physique quantique, puisque en fait la seule réalité c'est le vide quantique. Et donc dans le vide quantique, il y a des ondes qui ne sont pas matérielles. Donc quand c'est ondulatoire, c'est pas de la matière. Et lorsqu'une conscience observe une onde, il se produit ce que les physiciens appellent un effondrement de la fonction d'onde, c'est-à-dire que l'onde se transforme en matière, mais à partir de l'onde que nous observons. C'est-à-dire que si l'onde que tu observes est positive, tu vas créer une matière positive sous forme d'un corps en pleine forme et d'un environnement sympathique. Et si tu as stocké des mémoires négatives sous forme d'ondes négatives, eh bien à partir de ces ondes négatives, tu vas créer un monde physique, matériel, négatif sous forme d'un corps malade ou d'un environnement hostile. D'accord, donc ce que j'ai dit, c'est pas complètement faux, c'est très simplifié. Oui, donc ça veut dire qu'il y a l'information, c'est l'onde, et puis tu as l'effet observateur dont on parlera plus tard. D'accord, ok. Qui fait que tu crées la matière. Ok, hein? Merci beaucoup pour ce... Je t'en prie. Alors maintenant, pourquoi est-ce que je raconte tout ça? Parce que je voudrais en venir à quelque chose qui est vraiment fondamental. C'est que la physique classique qui parle de séparation nous a enfermés, nous, l'humanité entière, dans une logique de guerre et de mort, hein, puisqu'elle nous donne une vision erronée de notre identité. Nous sommes séparés. Donc, il y a moi, Jean-Pierre, qui est séparé de Gwénoline. Hein, et donc, ça veut dire que si je détruis Gwénoline, ça me fait rien du tout. Mais en fait, c'est pas comme ça que ça se passe. Hein. Et donc, cette croyance du fait que nous sommes séparés nous enferme dans une logique d'absence de respect, de guerre et de mort, c'est-à-dire si je crois dans la séparation, je suis le seul sujet, tous les autres sont des objets. Et je vais traiter les autres comme des objets. C'est pas très, très respectueux et ça débouche sur une logique qui ne va pas dans la bonne direction. Par contre, cette physique quantique nous amène dans une logique de service, de paix de paix et au service de la vie. La physique quantique donc change notre perception de notre réalité, de notre identité, c'est ça qui est le plus important. Et donc, si nous sommes tous un, il y a forcément une logique de respect, de contribution et d'amour. Et donc, on peut dire qu'en ce sens-là, la physique quantique est au service de la paix et de la vie. Voilà donc quelque chose qui est un virage. Je crois que c'est le virage le plus important qu'ait connu l'humanité depuis son existence. Et donc,
je disais tout à l'heure, je disais que nous sommes une conscience en interaction avec des cellules. C'est ce que prouvent les physiciens, mais nous avons tendance à couper les choses, bien sûr, puisque les choses ne sont pas à couper. C'est notre mental qui coupe. On a coupé l'Est et l'Ouest, et puis on a donné un nom à l'Ouest et un nom à l'Est, et on croit que l'Ouest est différent de l'Est, et on finit par y croire et par créer une réalité qui est complètement erronée. Eh bien, si tu veux, si nous sommes une conscience, on peut croire que nous sommes des consciences individuelles, parce que nous coupons la conscience. Mais en fait, il n'y a qu'une seule conscience, c'est la conscience de l'univers, ce qu'on appelle le champ universel. Et ça, c'est ce que les physiciens appellent le champ quantique. Et cette perception nous rapproche énormément de la perception des sages depuis des milliers d'années. Et Erwin Schrödinger, c'est le père de la mécanique ondulatoire, c'est lui qui a mis au point la fameuse équation de Schrödinger qui explique l'effondrement de la fonction d'onde, et il dit l'unité et la continuité du Vedanta se reflètent dans l'unité et la continuité de la mécanique ondulatoire. Ceci est entièrement cohérent avec le concept tout dans l'un du Vedanta. La multiplicité des choses n'est qu'apparente, car en vérité, il n'existe qu'un seul esprit. C'est ce que je dis quand on dit que l'esprit, c'est la... Jean-Pierre, tu as coupé ton micro, donc on ne t'entend plus. Donc il faut que tu rappuies sur le petit micro en haut, parce que c'est coupé, on n'entend plus ce que tu dis. Est-ce que tu m'entends, Jean-Pierre? Il faut que tu réallumes ton micro parce que ça affiche que tu as coupé ton micro. Et en haut, tu glisses la petite flèche en haut, tu vas voir, tu as désactivé le micro. Comme ça, c'est bon? Voilà, c'est bon. Parfait. Ouf. Voilà. Donc, Erwin Schrödinger, qui est quand même qui est prix Nobel de physique, hein, quand même, pour ses découvertes, il dit qu'il n'existe aucun cadre de pensée au sein duquel nous pourrions voir la conscience comme plurielle. C'est juste quelque chose que l'on construit en raison de la pluralité temporelle des individus, mais ceci est une fausse construction. Donc, nous sommes une conscience universelle. C'est difficile à imaginer, mais c'est la réalité. J'ai un commentaire qui dit, là, il y a Richard qui dit, c'est ça que Jésus disait, ce que vous faites aux autres, c'est à moi que vous le faites, moi la conscience, donc à soi-même. Exactement. Et puis on peut mettre le mot, certains mettent le mot Dieu derrière la conscience universelle également. Alors, donc c'est là qu'on se rend compte quand même que la science rejoint la spiritualité, hein, et donc la spiritualité, puisqu'on parle de conscience, parle du jeu de l'éveil, donc et que ce jeu de l'éveil a pour but de dissiper les voiles de l'illusion d'être séparés. C'est simplement ça, la spiritualité depuis des milliers d'années. Donc on revient à cette question d'identité et donc à aller au-delà de l'illusion de la séparation pour vraiment expérimenter la réalité qui est, prendre conscience de cette réalité qui est. Et donc c'est ce qu'a prouvé la science moderne, mais si la science moderne est en train de prouver aujourd'hui que les sages, depuis des milliers d'années, ont raison, ça pourrait peut-être intéressant de s'intéresser à ce que disent les sages par rapport à la conscience, puisque tous nos problèmes viennent de cette illusion d'être séparés. Et donc, si nous ne sommes pas séparés, voilà un petit peu quelques conséquences. Si nous prenions conscience que nous étions un, ça changerait des choses dans notre vie. Et ça va changer des choses dans notre vie personnelle de tous les jours, mais ça va changer des choses dans la médecine, ça va changer des choses dans la biologie cellulaire, et ça change des choses dans les orientations de la médecine, de la biologie cellulaire, mais aussi de notre vie, de notre art de vivre. Et je pense que ça, c'est majeur au niveau des conséquences. Alors évidemment, ça va, si on commence à savoir qui on est, on va se sentir peut-être un peu plus en sécurité, par exemple,
Thich Nhat Hanh, qui est un maître zen vietnamien, dit la chose suivante: une vague sur l'océan a un début et une fin, elle naît et elle meurt. Donc la vague, c'est notre corps physique. Et l'océan, c'est le champ de conscience universel. La vague est pleine d'eau, mais vide en ce sens qu'elle ne possède pas de moi propre. Une vague est une forme dont l'existence est rendue possible par celle du vent et de l'eau. Si elle ne voit que sa forme avec son début et sa fin, si nous ne voyons que notre corps, elle aura peur de la naissance et de la mort. Mais si elle se perçoit comme étant l'eau, c'est-à-dire le vide, j'expliquais l'autre jour que nous étions du vide, elle s'identifiera à elle et s'émancipera ainsi de la naissance et de la mort. Toutes les vagues naissent et doivent mourir, mais l'eau, elle, est libre de la naissance et de la mort. Donc il faut savoir que la peur de la mort, c'est la plus grande peur que nous puissions avoir, et que c'est la peur de la mort qui est à l'origine de la sécrétion d'hormones de stress. Donc quand on sait que c'est l'hormone de stress qui est à l'origine de tous nos problèmes, on va pouvoir établir un lien entre notre identité, la peur, les hormones de stress et tous nos problèmes. Tout ça, évidemment, c'est lié. Alors, il faut savoir qu'un grand scientifique dit la même chose. Il dit que non seulement si on savait qui on était, on serait peut-être plus en sécurité, mais on contribuerait peut-être au bien-être d'un plus grand nombre de personnes que nous le faisons si nous pensons que nous sommes qu'un corps. Donc, ce grand scientifique dit l'être humain limité dans le temps et l'espace, ça c'est le corps physique, fait partie d'un tout que nous appelons univers, appelons ça la conscience universelle. Il se perçoit lui-même avec ses pensées et ses sentiments comme distincts du reste, séparés, ce qui est une sorte d'illusion d'optique de la conscience. La séparation est une sorte d'illusion d'optique de la conscience. Et vous allez voir qui dit ça. Cette illusion est une sorte de prison qui nous confine dans des désirs personnels et dans l'affection que nous accordons à quelques proches. Notre tâche doit consister à nous libérer de cette prison en élargissant le cercle de notre compassion pour englober tous les êtres vivants et l'ensemble de la nature dans toute sa beauté. Nos efforts en ce sens font partie intrinsèquement du processus de libération et ils constituent le fondement d'une liberté intérieure. De qui est cette citation? Tout simplement d'Albert Einstein. Bien. Donc là, on voit déjà que si on commence à comprendre qu'on est l'océan et pas la vague, d'une part, on a moins peur, puisqu'on n'a plus peur de la mort et de la naissance, mais qu'en plus, notre compassion va s'adresser à l'univers complet et non pas à quelques personnes que nous choisissons. Mais il y a aussi une question de respect. Et pour ça, j'aime bien citer Joel Sternheimer, qui est un physicien, qui est un monsieur qui s'est amusé qui a découvert que les protéines, c'est-à-dire des molécules qui sont dans nos cellules, eh bien, émettent des sons sur des fréquences assez élevées. Et quand il diminue la fréquence et qu'il diminue de plusieurs octaves la fréquence, eh bien, il obtient des mélodies, c'est-à-dire que les protéines émettent des mélodies et donc il a enregistré ces mélodies et il nous les a fait écouter. Eh bien, il appelle ça des protéodies, c'est-à-dire des mélodies qui sont émises par les protéines. Et dans certains cas, si vous écoutez une protéodie, vous pouvez, par exemple, être guéri d'une maladie grave en une fraction de seconde. Ou dans d'autres cas, si vous écoutez une mauvaise protéodie, vous tombez gravement malade, mortellement malade, d'une fraction de seconde à l'autre. Donc, c'est des choses avec lesquelles on ne joue pas trop. Et ce monsieur était également dans cet nouvel esprit de la physique quantique, puisqu'il dit que quand on lutte contre, et c'est ce que je faisais quand je luttais contre les rétractions tissulaires en tirant sur les deux extrémités d'un tissu, c'est ce que fait la médecine quand on lutte contre les pathologies. Eh bien, quand on lutte contre, c'est violent, c'est une guerre, il faut bien le savoir. Donc, c'est vrai que si nous sommes tous un, il y a un seul sujet, nous sommes tous sujets. Alors que si nous pensons que nous sommes séparés, le sujet c'est moi et les autres sont des objets. Et donc, Steinheimer dit « L'homme n'est pas un sujet qui opère sur des objets et sur la nature en se considérant à l'extérieur d'eux. Nous sommes tous. Le sujet et l'objet sont reliés par des interactions dans les deux sens. Eh bien, ne pas le savoir, c'est d'être dans l'ignorance. Et cette ignorance, c'est elle qui était la source du non-respect et de la violence, ce qui a des conséquences pour la planète et l'univers. L'homme détruit un arbre ou un virus parce qu'il s'imagine indépendant de cet arbre ou de ce virus.
mais il ne sait pas que c'est lui-même qui détruit. Le scientifique qui casse de la matière et des molécules pour l'étudier est dans la même violence et le même aveuglement. La médecine officielle standard qui lutte contre la maladie, les pathologies, tue les agents pathogènes, lutte contre les infirmités, les symptômes et les lésions ostéopathiques, montre la même ignorance et la même violence. Alors, il y a une nouvelle médecine qui dit que les symptômes ne sont pas nos ennemis. On n'a pas à faire la guerre contre les symptômes pour les tuer. Puisque les symptômes, c'est quoi? C'est si vous avez une voiture, c'est la jauge d'essence qui s'allume, le symptôme. Et la jauge d'essence, qu'est-ce qu'elle vous dit? Elle vous dit que si vous n'allez pas faire le plein, vous allez tomber en panne sèche. Donc, elle est en train de vous prévenir. C'est un système d'alarme qui vous prévient que vous avez besoin de quelque chose et qu'il faut combler vos besoins si vous voulez vous aimer. Donc, ce système d'alarme, il est extrêmement utile. Si on supprime la jauge d'essence au lieu de faire le plein d'essence, ben on tombe en panne sèche et là, c'est la mort. Donc, voilà pourquoi donc on va dans la mauvaise direction quand on lutte contre quelque chose. Et puis, donc, si on écoute Socrate, il dit « Le secret du changement consiste à concentrer son énergie pour créer du nouveau et non pas pour se battre contre l'ancien. » Donc, c'est pas d'aujourd'hui qu'il y a des gens qui pensent dans la bonne direction. Richard Buckminster Fuller, qui est un architecte qui a construit ce magnifique dôme, cette géode que vous voyez derrière, dit « On ne change pas les choses en combattant la réalité existante. Pour changer quelque chose, construisez un nouveau modèle qui fait en sorte de rendre l'ancien modèle obsolète. » Donc, on ne va pas lutter contre, n'est-ce pas? Et puis, lutter contre, Mère Teresa dit « Je n'irai pas à une manifestation contre la guerre, mais si vous faites une manifestation pour la paix, invitez-moi. » Donc, pourquoi est-ce qu'elle ne veut pas manifester contre la guerre? Ben, j'ai compris le jour où j'ai fait du Qigong. Quand je fais du Qigong, Qi, l'énergie, Kong, le travail. Donc, c'est faire circuler l'énergie. Vous savez, c'est ces Chinois qui font des mouvements. Eh bien, si je me concentre sur ma main gauche, l'énergie va dans ma main gauche. Si je me concentre sur ma main droite, l'énergie va dans ma main droite, etc. Donc, pourquoi est-ce que Mère Teresa ne veut pas manifester contre la guerre? Parce que quand elle manifeste contre la guerre, elle se focalise sur la guerre, elle envoie son énergie à la guerre, elle fait grossir la guerre et elle obtient le résultat inverse de ce qu'elle veut. Et donc, elle veut manifester pour la paix, tout simplement parce que là, elle se focalise sur la paix, elle nourrit la paix qui grossit. Et pendant qu'elle nourrit la paix, elle ne nourrit plus la guerre qui maigrit, qui finit par disparaître. Donc, ça veut dire que si on lutte contre ce qu'on ne souhaite pas, non seulement c'est inefficace, mais en plus c'est contre-productif parce qu'on obtient le résultat inverse de ce qu'on veut. Donc, conclusion, il est important de renoncer à lutter contre. Puis, lutter, c'est négatif. Contre, c'est négatif. Les pathologies, c'est négatif. C'est 3 fois négatif. Et donc, si vous luttez contre, si vous êtes négatif, 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 eh bien, vous nourrissez 3 fois le négatif. C'est terrible. C'est vraiment pas la bonne solution. Et voilà pourquoi ça ne marche pas. Alors évidemment, maintenant qu'on a compris qu'on va renoncer à lutter contre, je vais renoncer à lutter contre les rétractions, contre les maladies, contre les pathologies, contre les infirmités, contre les lésions ostéopathiques, comme le font les ostéopathes, contre les symptômes. Mais non, c'est pas du tout ça qu'on va faire. On va laisser tomber, puis on va remplacer par quoi? Eh bien, on va œuvrer pour créer du nouveau. Et qu'est-ce qu'on veut créer? Tout simplement la santé et le bien-être. Donc, on va œuvrer pour la santé et le bien-être. Alors évidemment, quand on a compris ça, on change complètement d'orientation et ça va nous amener à nous poser des questions sur qu'est-ce que c'est que le bien-être et qu'est-ce que c'est que la santé, si on veut œuvrer pour. Alors, qu'est-ce que c'est que la santé? Si on regarde la définition de l'Organisation mondiale de la santé, la définition est la suivante. La santé ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité, c'est un état de complet bien-être physique, mental et social. Donc, même l'OMS commence à parler de bien-être. Hein? Et puis, mon expérience m'a montré une chose qui est assez intéressante, c'est que j'en suis arrivé avec toute l'expérience que j'ai acquise à la conviction que la santé n'est que la conséquence du bien-être. Donc, ça veut dire, la bonne nouvelle, c'est que au lieu d'œuvrer pour le bien-être et la santé, si la santé n'est que la conséquence du bien-être,
il n'est plus nécessaire que de vrai pour le bien-être. Ça nous fait 2 fois moins de travail. Donc, si ça c'est vrai, à condition, toutefois, d'avoir la bonne définition du bien-être et d'être efficace dans l'art d'amener les gens vers le bien-être. Alors, ça nous amène à la question suivante, qu'est-ce que c'est que le bien-être? Et donc, le bien-être, selon la définition de l'ancien paradigme, c'est une définition chimique, c'est ce que vous ressentez quand vous avez fait du sport. Quand vous avez fait du sport, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous vous sentez euphorique et vous vous sentez détendu. Pourquoi? Eh bien, parce que vous avez tellement fait souffrir votre corps que pour se protéger contre la souffrance, votre corps a sécrété une molécule chimique qu'on appelle de l'endorphine, qui est une molécule proche de la morphine, qui est une drogue. Et cette molécule vous anesthésie, c'est-à-dire débranche le système d'alarme et vous rend euphorique. Alors, en fait, cette molécule, elle va dire à votre cerveau que vous êtes détendu et bien, alors que vous êtes mal et crispé. C'est ce que j'appelle un paradis artificiel, c'est un mensonge. Et non seulement c'est un paradis artificiel, mais en plus, comme c'est une drogue, elle vous rend dépendante. Et quand j'ai soigné, moi, des sportifs de haut niveau, qui faisaient du marathon, des choses comme ça, et qui faisaient des claquages, qui ne pouvaient plus courir, ben, ils tournaient comme des lions en cage parce qu'il leur manquait leur dose de drogue, c'est-à-dire de morphine. Eh bien, permettez-moi de ne pas m'associer à cette définition du bien-être. La définition du bien-être que je vais donner, elle est cellulaire, elle nous vient de l'épigénétique. L'épigénétique, rappelez-vous, c'est de la biologie cellulaire plus de la physique quantique. Et donc, je vous rappelle que le bien-être, c'est quand les cellules sont ouvertes et quand elles sont avec un volume suffisamment important. Donc ça, c'est ce que j'avais expliqué dans la conférence précédente. Et donc, qu'est-ce qui va permettre d'ouvrir les cellules et de les mettre en expansion? Ça va pas être de leur faire la guerre, évidemment. Ça va plutôt être dans l'amour. Donc, vous voyez que l'orientation, elle est cohérente. Alors, simplement, quand on sait que quand les cellules s'ouvrent et qu'elles retrouvent leur volume, ben, les tissus se rallongent et surtout, les cellules sont reconnectées d'une part au champ morphogénétique qui leur donne le mode d'emploi et d'autre part à l'âme, qui est le bien-être. Et donc, qu'est-ce que c'est que cette reconnexion? C'est ce que les sages appellent la complétude, c'est-à-dire la conscience de l'unité. Hein? Et donc, ça veut dire que finalement, quand on ouvre les cellules, on permet aux gens de vivre l'expérience de l'unité. Et c'est justement ça qu'on souhaite. Hein? Donc, la santé, c'est la complétude parce que donc, quand vous êtes connecté, eh bien, les pathologies physiologiques disparaissent. Et puis, quand les tissus sont rallongés, ben, les pathologies d'origine atomique disparaissent. Et puis, le bien-être, c'est la complétude parce que, rappelez-vous, quand la cellule s'ouvre, vous sentez à nouveau l'âme que vous êtes, c'est-à-dire la paix que vous êtes, la joie que vous êtes, l'amour que vous êtes. Et tout ça, c'est tellement agréable que ça s'appelle le bien-être. Et donc, pour rétablir la complétude, on va commencer à parler d'amour. C'est ce qui est autre chose que de parler de faire la guerre contre quelque chose. Et donc, ça m'amène à redéfinir qu'est-ce que c'est qu'un acte de guerre. Ben, c'est un acte qui donne envie donc à la cellule de se fermer. Qu'est-ce que c'est qu'un acte d'amour? Ben, c'est un acte qui donne envie à l'âme cellulaire et la cellule d'ouvrir la porte, c'est-à-dire de s'ouvrir. Alors, il y a une personne qui m'a beaucoup aidé pour aller dans cette direction, c'est le docteur Léonard Lascaux, et qui disait que lui, guérir, c'était restaurer la complétude, donc on est tout à fait dans le même discours. Lui, il disait que la maladie, c'était la séparation. Il disait, j'en suis venu à voir la maladie comme une séparation. Notre société rationnelle, matérialiste, encourage cette illusion de séparation, la croyance que nos esprits sont séparés de nos corps, que les personnes sont isolées les unes des autres. Maintenir cette séparation requiert de l'énergie, une énergie qui est souvent perçue comme de la douleur ou une maladie. Non seulement c'est faux de penser qu'on est séparés, mais en plus ça nous dépense beaucoup d'énergie. Et donc Léonard Lascaux disait, je vois la guérison
comme la restauration de notre état naturel de complétude, c'est-à-dire l'unité. Alors, donc, nous sommes bien d'accord que la solution consiste à restaurer la complétude, et donc, nous arrivons aux mêmes conclusions que les sages, mais les sages, ça fait plusieurs milliers d'années qu'ils nous en parlent. Alors, j'en suis arrivé à m'intéresser aux sages quand même, parce que je me dis, s'ils ont raison depuis quelques milliers d'années, et puis qu'ils travaillent dans cette direction depuis des milliers d'années, ils ont peut-être des choses à nous apprendre pour nous aider à contribuer, en tous les cas, à l'évolution. Alors là, je ne sais pas si j'ai le temps ce soir de parler du jeu de l'éveil, ou si je saute tout ce passage-là. Qu'est-ce que tu en penses? Ben non, on arrive bientôt au bout. On arrive bientôt au bout. Ok. Ça va? Il y en a encore pour 10 minutes, un quart d'heure. Ça va le faire? Ah bah oui, pas de souci. Alors, le jeu de l'éveil dont parlent les sages, qu'est-ce qui se passe quand on est une conscience universelle et qu'on vient s'incarner dans un corps physique? Eh bien, on joue au jeu de l'éveil, c'est-à-dire qu'on commence par oublier qui on est, c'est-à-dire on commence par oublier qu'on est la conscience universelle et à se séparer de cette conscience universelle, à créer une frontière et à s'en séparer. Et puis, à un moment donné, quand on en souffre tellement, bah, qu'on va revenir à la maison et qu'on va essayer de s'en souvenir de qui nous sommes et de retourner à l'unité qui a toujours été présente. Parce que cette unité, elle existe. C'est une illusion de penser qu'elle n'existe pas. Donc, si on croit qu'on est séparé, c'est complètement une illusion. Donc, c'est pas l'unité qu'on cherche à retrouver parce que l'unité a toujours existé pour tout le monde, mais c'est la conscience de l'unité. Et Jean-Pierre, j'ai juste une question. Oui. Il y a Noailles qui dit plénitude égale être plein de tachyon bien photosynthétisé à travers le corps. Oh là là, tu peux répéter parce que là, je ne comprends rien. Moi, je comprends pas non plus. C'est pour ça que je te pose la question. Donc, si tu veux bien clarifier, parce qu'il fait un petit smiley avec un grand sourire, donc ça doit carrément lui parler. Ouais. Mais alors, nous, on aimerait bien sourire aussi. D'accord, pourquoi pas. Voilà, donc bon, bah, si toi, tu n'en sais pas plus, on va le laisser clarifier. Ben, si tu peux répéter, j'essaye de comprendre de quoi il s'agit. Plénitude égale bien-être. Tu peux recommencer? Pardon, être plein. Tu peux recommencer, s'il te plaît? Plénitude égale être plein. Tu m'entends pas bien? Plénitude égale être plein, d'accord, je te suis. Voilà. Et être plein de tachyons. Donc, c'est les tachyons, mais donc pardon. le tachyon, c'est le champ, et le champ, c'est l'univers. Alors donc, on est forcément plein. De toute façon, on est du vide et on est plein de vide. Donc, les tachyons, c'est la conscience, c'est le champ, donc qui est tachyonique, et c'est l'univers qui est tachyonique. Donc, forcément. Là, c'est ce qu'il dit. Il dit quand le véhicule est cassé, ah non, c'est une autre personne. On change, donc le corps est un outil. Okay. Ah oui, donc oui, bien sûr. Donc, le corps peut être considéré comme un véhicule, comme une voiture, tout simplement, et on change de voiture. À ce moment-là, la conscience, mais alors, tu vois, dans cette vision de la réalité, il y a quand même une grosse cassure entre la conscience et la matière. Et tous les nouveaux scientifiques rejettent cette dualité conscience-matière, esprit-matière. En fait, c'est une seule et même chose. Donc, c'est encore une vision un peu matérialiste, tu vois. Alors, il y a Noailles qui nous dit non, c'était une petite blague car je découvre le terme tachyon. Ah, tachyon, d'accord. Oui. Donc là, il me l'a écrit différemment, donc je le prononce différemment. Les tachyons sont des particules qui vont toujours au-dessus de la vitesse de la lumière. Les bradyons sont des particules qui sont toujours en dessous de la vitesse de la lumière. Et les photons sont des particules qui sont toujours à la vitesse de la lumière. Voilà, pour préciser. Bien clarifié, c'est bien clair comme ça. Pour clarifier, voilà. OK? OK. On peut continuer? On peut continuer. Ça marche. Alors, j'espère que je reviens bien dans le partage. Voilà, parfait. Le jeu de l'éveil, voilà. Et donc, pour comprendre, donc l'éveil, c'est involuer, c'est-à-dire oublier qui nous sommes, puis évoluer, c'est-à-dire retrouver notre véritable identité, si on veut un petit peu résumer ça. Alors, du coup, si on veut comprendre
le mode d'emploi, ce que essayent de nous dire les sages depuis des milliers d'années. J'ai essayé de m'intéresser à ça et je me suis inspiré d'écrits que Léonard Lascaux avait fait sur son livre sur le pardon. Et nous sommes tout en haut, là, la conscience primordiale. On peut l'appeler conscience pure, source absolue, océan de conscience. C'est tous des mots qui veulent dire la même chose. Donc, l'océan de conscience, les physiciens quantiques diraient le champ du vide, le champ quantique. Donc, nous sommes qui a la dimension de l'univers, bien entendu. Alors donc, là, tu as un petit souci de partage d'écran. Je ne sais pas comment tu as partagé. Tu n'as pas partagé comme tout à l'heure, donc c'est plus petit. C'est plus petit? Ben, je ne sais pas quoi faire parce que là, qu'est-ce que ça donne comme ça? Mais je crois que tu as un écran par-dessus un autre. Ah oui, tu as plein de… Sur ton bureau, tu as plein de choses. On voit tout là. Alors, attends, je vais retirer. On voit une photo de quand on était sortis aller au restaurant avec Laurent. Et là, c'est mieux, là, comme ça? Ouais, il faut que tu décales encore, hein, parce que c'est… Là, on voit… Comme ça? Voilà. Ouais, mais c'est bizarre. C'est pas comme tout à l'heure. Ben, écoute, pourtant, moi, je suis là, au même endroit que tout à l'heure, là. D'accord. Bon, ben, écoute, on va essayer de faire avec ça. Bon, alors, donc, on voit en haut la conscience primordiale. C'est ce que nous sommes avant de nous incarner. Et puis, quand on arrive, on dit que la conscience pure interagit avec elle-même. La conscience pure, c'est donc la conscience primordiale, l'océan de conscience, l'océan, oui. Et donc, quand cette conscience interagit avec elle-même, elle crée une première vague. Et la première vague, c'est ce qu'on appelle le je suis. C'est la conscience pure qui est consciente d'être d'elle-même. Elle ne regarde qu'à l'intérieur d'elle et elle ne voit qu'elle. Elle est consciente de l'unité. C'est le moi qui regarde sans rien à contempler à part soi-même. Donc ça, c'est la première vague. C'est la première chute, si tu veux, par rapport à la conscience primordiale. Et puis, si quand tu es au niveau de la première vague du je suis, tu as deux solutions. Soit tu regardes à l'intérieur et tu te redissous dans la conscience primordiale et tu redeviens l'océan, soit en tant que vague, tu regardes à l'extérieur et tu interagis avec cette vague que tu es. Et tu crées donc une deuxième vague. C'est la deuxième marche de la chute qu'on appelle le mental. Et le mental, tu sais, quand tu apprends à parler, on te montre un objet, un stylo, puis on dit stylo, puis après on montre ton corps du doigt, puis on dit guanoline. Et tu finis par croire que tu es ce corps parce que un jour on t'a montré du doigt et on a dit guanoline. Et donc c'est le mental qui divise, qui fait naître la dualité. On coupe la réalité en petits morceaux, on donne un nom à chaque morceau et on finit par croire. On a Dimitri qui est adorable et qui nous dit appuie sur le rond vert qui est à l'angle en haut à gauche de la fenêtre et ça sera en plein écran. Attends, sur le bouton vert. Attends, je suis daltonien moi, mais bon, c'est bon. Alors comme ça, c'est bon? Ah, c'est top. Bon, alors, ça marche. Bravo à vous deux, à Dimitri et à Jean-Pierre. Alors donc, première chute, on passe de la conscience universelle à la première vague je suis. Deuxième chute, si on regarde à l'extérieur, on passe de la première vague à la deuxième vague qui est le mental. Et donc le mental qui divise et qui fait naître la dualité. Hein, la différence entre soi et l'autre, entre le sujet et l'objet, entre l'espace et le temps. Et donc c'est ce qui donne toutes les formes. Et puis donc, si cette deuxième vague, ce mental, pense et se replie sur lui-même, il oublie complètement qu'il est la conscience. Et là, c'est la troisième chute. Il se comporte comme s'il était indépendant de la conscience et crée la troisième vague qu'on appelle l'ego, le je, moi, ego. Et le mental s'identifie à l'ego et ne s'identifie plus du tout à la conscience. Il oublie qu'il est conscience pure et l'ego croit qu'il est la conscience. Hein. Et donc, c'est donc ce sentiment d'être séparé de la conscience qui est à la base de toutes nos peurs et de toutes nos souffrances. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'involution, c'est-à-dire on chute de la conscience primordiale à la première vague, de la première vague à la deuxième qui est le mental, de la deuxième à la troisième qui est le je, moi, ego. Et donc, l'évolution, forcément, ça va être de remonter les vagues, de passer de la troisième vague à la deuxième,
c'est-à-dire de l'ego au mental, puis du mental à la première vague je suis, et puis si on médite et qu'on regarde à l'intérieur, eh bien on va se fondre dans la conscience universelle et retrouver notre véritable identité. Donc ça, c'était simplement parce que je m'intéressais, puisque nous sommes une conscience qui évolue et qui doit évoluer, je m'intéresse sur le mode d'emploi que donnent les sages depuis des milliers d'années pour savoir si ça pourrait pas contribuer à m'aider dans ma tâche qui, justement, va consister à aider les gens à évoluer. Alors, attention, je ne suis pas un maître de sagesse, je ne vais pas faire les gens évoluer, mais si par contre ma technique peut les aider, peut faciliter cette évolution, eh bien, ça m'arrangerait beaucoup. Alors, donc ça, je ne vais pas rentrer dans les détails que je viens d'expliquer. Donc, dans le jeu de l'éveil qui consiste à remonter, à revenir à la maison, c'est un peu ça. Donc, on voit la réalité comme des formes manifestées et non pas comme la conscience non manifestée et sans forme engendrant des formes. Seul le monde matériel est considéré comme réel. C'est le point de vue de l'ego, ça. Nous sommes éduqués à différencier une forme d'une autre. Nous reconnaissons sans difficulté que nous sommes différents des autres humains, mais nous confondons différence et séparation. On peut être différent et un. Donc, ce défi spirituel de l'éveil, eh bien, c'est nous souvenir de qui nous sommes, que nous venons tous de la même conscience et que nous sommes un, cette même conscience qui prend plusieurs formes. Alors, qu'est-ce qui peut nous aider à faire ce chemin d'évolution? Eh bien, la chose importante, c'est l'amour, bien entendu. Nous sommes dans l'unité par définition, nous sommes complets, nous avons besoin de rien, nous sommes l'amour, nous sommes l'océan d'amour. Mais c'est notre mental qui nous coupe de notre essence et de l'amour que nous sommes. Et donc, c'est la fonction de l'amour de nous faire prendre conscience de la complétude qui a toujours existé et de nous éveiller à l'unité qui a toujours existé. Donc, l'unité existe, hein, la complétude a toujours existé, mais c'est nous avons perdu la conscience de cette complétude et de cette unité. Et donc, revenir à notre véritable identité, c'est retrouver cette conscience. Alors, comment? Bien, donc, l'amour va être d'une aide précieuse. Il faut savoir que le mot français amour, il n'y a qu'un seul mot en français, pour désigner ce que c'est que l'amour. Mais il faut savoir qu'en sanskrit, eh bien, ils ont 96 mots pour définir l'amour. C'est comme les Lapons, ils ont, je crois, une cinquantaine de mots pour décrire la neige. Donc, en général, quand on a 50 mots pour décrire la neige, on a mieux compris la neige que quand on a un seul mot pour décrire la neige. Bien, je pense que les Sanskrits donc avaient une approche de l'amour qui était intéressante. Et donc, l'amour, quelle est la relation avec l'amour et l'unité? Ben, c'est que c'est l'amour qui est la force qui nous pousse à fusionner avec son objet. Et donc, pour retrouver notre sentiment d'unité. Donc, l'amour, c'est la conscience de notre connexion et l'élan vers l'union. L'amour, c'est être conscient que l'un est multiple et que le multiple est un. Bien, bon, par exemple, on peut dire j'aime une pizza. Eh bien, quand tu aimes une pizza, tu es poussé à fusionner avec la pizza et tu as envie de la manger. C'est un peu le même principe. Tu vois, il y a Richard qui dit un truc très intéressant, justement, si comme nous sommes intriqués chaque fois, bon, je ne comprends pas le sens de la phrase, mais en gros, il dit que comme nous sommes intriqués, eh bien, la conscience s'éveille, elle pousse les uns les autres à s'éveiller. Si chaque personne fait ça, c'est le phénomène de l'évolution de conscience globale. Bon, tu vois, par exemple, pour la dernière chute, quand on passe du mental à l'ego, c'est parce qu'on se replie sur soi. Donc le repli sur soi, c'est ce qu'on appelle l'égoïsme, hein, si on veut. Et à ce moment-là, on n'est plus du tout dans l'amour de l'autre. Et donc les sages, par exemple, vont conseiller d'être dans l'amour de l'autre et de s'intéresser, ce qu'ils appellent ça, au service désintéressé de l'autre, justement pour s'ouvrir à l'autre et arrêter de se replier sur soi. C'est une manière de remonter un peu la pente, si tu veux. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Et voilà, bon,
toute façon, déjà, rien que par ces conférences-là, si on donne ces conférences-là, c'est justement pour augmenter la conscience et être éduqué, puisque ça va nous faire du bien les uns les autres. Oui. Voilà, si on est juste tout seul éveillé, c'est bien, mais ça va pas nous avancer beaucoup. Alors, je disais tout à l'heure que l'amour, c'est cette force qui nous pousse à fusionner avec l'autre. Et donc, quand on peut fusionner avec une pizza, une part de pizza, mais en couple, on va fusionner l'un avec l'autre. C'est cette force qui nous pousse à nous fondre en l'autre, c'est-à-dire à retrouver l'unité finalement avec l'autre. Et qu'est-ce que c'est que l'unité? C'est la résonance, c'est-à-dire vibrer à la même fréquence. Hein? Donc, ça a à voir avec la résonance, ça a à voir avec la fréquence. Donc, on doit retrouver la même fréquence de vibration quelque part. Donc, amour, unité et résonance, c'est trois mots qui sont liés forcément. Donc, la résonance n'est pas nécessairement de l'amour. Par exemple, on peut être en résonance avec quelqu'un qui est en colère. Mais si vous êtes dans l'amour, il y a toujours résonance. La résonance est donc un élément nécessaire pour guérir par l'amour, mais pas suffisant. L'amour ne crée pas l'unité puisqu'elle existe déjà, mais nous rappelle l'unité. Il nous reconnecte à nos membres manquants, les parties de nous, mais aussi aux autres qui sont quelque part, les autres êtres humains sont des membres de moi qui me manquent quelque part. Et la source, c'est l'océan de conscience que je suis, bien entendu. Alors maintenant qu'on a fait ce tour d'horizon, j'ai renoncé à lutter contre. Je me suis intéressé à œuvrer pour le bien-être. Et donc, j'ai redéfini le bien-être comme étant cellulaire. Et donc, je me suis servi un petit peu de ce petit détour vers les sages pour faire une relation entre la complétude et l'unité. Et donc, pour en revenir à nos histoires de cellules et de bien-être, eh bien, comment moi je vais participer à cette évolution? Comment est-ce que je peux contribuer à restaurer cette complétude? Et donc, c'est-à-dire ouvrir les cellules et les aider à retrouver leur volume. Et le fait d'ouvrir les cellules et de les aider à retrouver leur volume, donc ça va servir à restaurer ce qu'on appelle le bien-être et la santé. Alors, œuvrer sur le comportement cellulaire, puisque les cellules avec les hormones de stress sont fermées et rétractées, eh bien, et que c'est cette fermeture et cette rétraction qui est à l'origine de la séparation. Donc, moi, je vais proposer pour modifier le comportement des cellules de telle sorte que le volume augmente et que les cellules s'ouvrent jusqu'à leur ouverture idéale et à leur volume idéal pour retrouver la complétude. Donc, le problème, c'est de savoir comment s'y prendre pour modifier le comportement des cellules. Et on a vu dans toute cette conférence que si on prend le tissu par les deux extrémités et qu'on tire dessus, c'est comme si on forçait sur la cellule pour l'obliger à s'ouvrir. C'est comme si on lui faisait la guerre et qu'on lui imposait quelque chose. Évidemment, on a vu que ça marchait pas. Évidemment, parce que c'est pas comme ça qu'on va, si on compare une cellule à une huître et qu'elle se ferme parce qu'on lui a manqué de respect, c'est pas en lui manquant de respect qu'on va lui donner envie de s'ouvrir. Et donc, quand je tire sur un tissu, je lui manque de respect, mais en même temps, j'agis en tant que corps physique sur le corps physique, c'est-à-dire sur la matière, sur la cellule de matière. Et donc, comme on a vu que ça marchait pas, on est bien obligé de se poser la question, alors, si je n'agis pas sur le corps physique, c'est-à-dire sur la matière, c'est-à-dire directement sur les cellules, qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir amener les cellules à s'ouvrir et à grandir? Eh bien, c'est ce que nous verrons dans la prochaine conférence. Nous verrons que on ne peut pas agir sur la matière et qu'on va être obligé d'agir sur le champ de conscience. Et dans la prochaine conférence, je donnerai toutes les bases scientifiques sur cette affirmation, parce qu'évidemment, j'ai regardé en quoi les scientifiques sont d'accord avec cette manière de voir. Hein? Voilà. Donc, je termine la conférence par une petite chose. Je sais que je l'ai déjà dit à la première conférence, mais l'unité amène, quand on arrive à rétablir l'unité, c'est-à-dire à ouvrir les cellules, eh bien, on perçoit l'amour que nous sommes et on perçoit notre élan pour contribuer
au bien-être de soi et de l'autre, et de l'humanité, et de l'univers. Et donc, j'aime bien rappeler que c'est ça, c'est l'ouverture des cellules, c'est la complétude, c'est prendre conscience de l'unité qui est la naissance de la lumière. Donc la naissance de la lumière, elle est fêtée donc sur le plan, c'est le 21 décembre. Le 21 décembre, c'est le jour de l'année où les jours vont commencer à progresser, donc où la lumière va commencer à augmenter. Et donc, nous, elle est célébrée chez nous cette fête, cette naissance de la lumière, le 25 décembre, par la naissance de Jésus-Christ, qui est la lumière. Alors, qu'est-ce que c'est que la naissance de la lumière exactement? Donc, Amma m'a beaucoup aidé dans sa petite histoire pour comprendre la naissance de la lumière. Vous allez voir que c'est en relation directe avec tout ce qu'on a dit ce soir. Comment savez-vous que la nuit est terminée et qu'il fait jour? Eh bien, donc, certains disciples se lancent et osent émettre quelques hypothèses. Il y en a un qui dit, quand on apercevant de loin une personne, vous pouvez discerner s'il s'agit d'un homme ou d'une femme. Alors, le maître sourit et dit non, c'est pas ça. Et puis, il y en a un autre qui s'essaye, qui dit, quand vous voyez un arbre et que vous distinguez s'il s'agit d'un manguier ou d'un pommier, alors le maître sourit et dit, quand vous voyez en tout homme un frère et en toute femme une sœur, c'est la fin de la nuit et le début du jour. Jusque-là, même si le soleil illumine la terre en plein midi, c'est la nuit et vous êtes dans les ténèbres. Donc, le début de la lumière, c'est quand on commence à réaliser que nous sommes tous un. Et toutes les conséquences que ça peut avoir. Et donc, la conséquence que ça peut avoir, c'est qu'on va contribuer au bien-être de toute l'humanité. Et donc, il y en a qui l'ont déjà fait, comme vous le voyez. Tous ces gens l'ont déjà fait. Certes, ces gens sont connus. Chacun, à sa manière, a contribué au bien-être de l'humanité. Einstein, Niels Bohr, Tesla, Nassim Haramein, Léonard Lascaux. Alors ici, c'est Marshall Rosenberg pour la communication non violente, Jean-Sébastien Bach, Mozart. John Lennon, à sa manière, a contribué à la paix aussi. Mais il y a des gens qui ne sont pas connus qui le font. Et donc, ça, c'est le film Demain. Je vous conseille d'aller voir ce film et vous verrez qu'il y a beaucoup d'êtres humains qui sont géniaux et qui mettent leur génie au service de l'humanité et qui contribuent au bien-être de l'humanité. Alors, pourquoi pas vous? C'est impossible, dit la fierté, c'est risqué, dit l'expérience, c'est sans issue, dit la raison. Essayons, murmure le cœur. Puis vous allez me dire, oui, d'accord, mais moi, ce que je peux faire n'est qu'une goutte dans l'océan. Et puis Mère Teresa vous dira, oui, mais sans cette petite goutte, il manquerait quelque chose à l'océan. Puis vous allez dire, mais je suis trop petit pour pouvoir influencer la planète Terre. Et le Dalai Lama dit, oui, mais essayez donc de dormir avec un moustique et voyez lequel des deux empêche l'autre de dormir. Et puis vous connaissez tous la légende du colibri. Simplement, faites votre part. Et si vous avez fait votre part, quand vous arriverez à la fin de votre vie corporelle, qui n'est pas la fin de la vie, eh bien, vous pourrez, si vous avez donné du sens à votre vie, le passage sera beaucoup plus facile. Et puis, n'oublions pas que nous sommes une seule et même conscience et que forcément, nous sommes tous en interconnexion et que, donc, si un être humain fait des prises de conscience, ben, toute l'humanité en profite. Et si nous sommes plus nombreux à faire une prise de conscience, à partir d'un certain pourcentage d'êtres humains qui fait cette prise de conscience, eh bien, ça passe dans toute l'humanité. Et si on s'y mettait tous, ça pourrait aller très vite. Oui, alors, ça va déjà de plus en plus vite. Comment? Ça va déjà de plus en plus vite. Oui. Ça va de plus en plus vite et là, ça va s'accélérer. Alors, vous allez dire que je suis un rêveur, mais je ne suis pas le seul. Et donc, je vais terminer par cette prière pour que toutes les personnes qui écoutent cette conférence soient reconnectées avec leur nature divine, réconciliées, rayonnantes, puissent contribuer, être pardon et vivre l'expérience de l'unité. Je t'aime, désolé, pardon, merci. Et je ne sais pas comment sortir de mon plein écran. Alors, tu double-cliques sur la petite flèche en haut à gauche. En haut à gauche, il y a une petite flèche. Ah non, je ne vois pas de petite flèche en haut. Il faut que tu mettes ton curseur dessus, elle va apparaître. En haut à gauche. Oh là là, je ne sais pas ce que j'ai fait, mais j'ai changé de truc là. Oh là là là, c'est très compliqué. Non, c'est pas grave. Regarde, tu mets ton petit curseur vers le haut à gauche.
et tu vas avoir une petite flèche verte qui apparaît et tu cliques dessus. Voilà. Et là, tu peux encore cliquer dessus. Voilà. Et puis là, je reviens dessus. Je clique là. C'est bon là? Faut que tu cliques 2 fois sur la petite flèche. Ah voilà, tu es avec nous. C'est bon, tu es avec nous. Bon, et ben voilà. Alors, merci. Écoute, merci beaucoup. Merci beaucoup. Tout le monde est très content. Il y a Marc qui dit on te pardonne, Jean-Pierre. S'il y a des questions, allez-y, profitez-en, je répondrai avec plaisir. Voilà. Et puis, en attendant, donc ça dépend ce que tu appelles. Alors, bon, il y a des personnes qui échangent entre elles. Donc, moi, ce que j'aimerais préciser, c'est que tu passes à Paris donc en mars et en mai. Exact, oui. Donc, en mai, tu donnes 2 stages. Donc, c'est de la formation, c'est Oui. exact? Donc, il y a ma formation LHCP. C'est la libération. Libération holographique du cœur péricarde, c'est la méthode que je vous explique là en ce moment. Eh bien, elle se fait en 6 stages de 3 jours. Et là, au mois de mai, il y aura les 2 premiers stages, S1A et S1B. Donc, 2 fois 3 jours. C'est pendant les week-ends. Et entre les 2 stages, je vais donner des consultations à Paris aussi. Voilà, donc les consultations. Il reste 1 ou 2 places parce que c'est déjà presque plein. Ah, d'accord, ok. Bon, ça décoiffe, c'est vraiment génial. Ouais. J'ai eu la chance d'expérimenter quand tu es venu la dernière fois à Paris. Oui. C'était le mois dernier, en fait. Oui, oui. Voilà. C'est récent. Et donc, bon, moi, c'était très agréablement surprenant parce que je ne fais plus de soins ou des choses comme ça depuis un bon moment. Et c'est vrai que ce que tu proposes m'a vraiment tenté, donc j'ai testé. Et c'est mon compagnon aussi, et on a tous les deux été surpris quand même du résultat. On a une super hygiène de vie, tout est parfait. Et tu as quand même réussi à nous remettre quelque chose en place au niveau de... Oui, j'ai constaté que vous étiez déjà beaucoup aimé et beaucoup occupé de vous-même et que vous étiez dans un bel état déjà, dans un bel état de bien-être et de santé. Mais on a quand même pu améliorer, donner un petit coup de pouce pour aller un petit peu plus loin. Et, les bras, l'extension, enfin, la relaxation, le cœur qui sont encore plus. Enfin, en fait, c'est quelque chose qui ne peut pas vraiment s'exprimer, mais il y a des effets derrière véritables. Alors, je voulais justement en profiter pour dire quelque chose aux gens qui nous écoutent, c'est que des gens qui travaillent sur eux, l'air de rien, il se passe des choses dans le corps qui sont très positives et donc ça se sent. Savoir, il y a beaucoup moins de problèmes, on les repère beaucoup plus facilement et ça fond comme de la neige au soleil beaucoup plus facilement et c'est un vrai plaisir de soigner des gens comme ça. Voilà. Et c'est marrant parce que tu as été intrigué sur ce qu'on faisait nous de notre côté. Ouais. Donc, bon, bien sûr, moi je suis entraînée par Laurent au niveau de la respiration en conscience, du sport, du mouvement en conscience. Et toi, tu vas bientôt venir faire une séance de sport. Oui, oui, oui. Tu n'as pas eu le temps la dernière fois. Laurent m'a donné envie, effectivement, d'essayer un peu sa technique. Ouais. Donc voilà, c'est un tout. En fait, si vous regardez ces conférences-là, vous avez des prises de conscience et il y a l'alimentation et puis vous faites du travail. En fait, votre corps, il se détend et vous pouvez faire ce que vous voulez avec, de plus en plus ce que vous voulez avec votre être. Et pour des thérapeutes comme Jean-Pierre, lui, il le voit, c'est du pur bonheur. Tous ceux qui sont venus, enfin voilà, je voulais vous féliciter tous parce que vous êtes hyper éduqués et vous avez une conscience vraiment, mais à un niveau... Tous les intervenants, il n'y a pas que Jean-Pierre qui me dit ça, il me dit les gens qui viennent de ta web TV, c'est du pur bonheur. Mais même sur les salons, hein, quand vous allez sur les salons voir les intervenants, on me dit que vous êtes, c'est hyper agréable d'échanger avec vous, vous n'avez pas du tout la même conscience que la majorité des gens. J'appelle ça la crème de la crème de la crème. Voilà, c'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, mais c'est vraiment de la crème, ces gens-là. Je voulais juste vous féliciter et vous dire bravo pour tout ce que vous faites. Vous êtes vraiment sur le bon chemin et continuez, quoi. Voilà. Oui, que vous fassiez de la méditation, du yoga, que vous fassiez attention à votre alimentation, quoi que vous fassiez, dès que votre conscience progresse, il se passe des choses importantes dans votre corps, dans le bon sens du terme. Et donc, dans votre environnement, dans votre vie aussi. Ça veut dire quoi que vous fassiez, quoi que vous ayez fait, ça laisse une trace dans le corps et c'est positif. Voilà. Donc, ça sert à quelque chose. Oui. Alors, tu vois, il y a Noailles qui dit « Je m'impatiente de découvrir en quoi consiste la méthode. Utilisez-vous une machine ?»
Voilà, tu as dit le mot, une machine, il n'aime pas ça du tout, Jean-Pierre. Justement, on va parler lors d'une conférence qu'il y a des machines qui sont extraordinaires, qui ont été mises au point par des scientifiques qui font de la biophotonique et qui émettent des ondes électromagnétiques et des informations qui ont des résultats extraordinaires, très intéressants, tellement extraordinaires et tellement intéressants que je suis obligé de m'en méfier parce que simplement, on ne sait pas qui programme les machines. Et donc, on est arrivé à un tel niveau d'efficacité qu'on peut faire autant de bien que de mal. Donc, c'est la raison pour laquelle je laisse les machines de côté et je pense que c'est en tant que conscience que je dois agir sur une conscience parce que au moins, je contrôle une partie des informations que j'émets. Et donc, j'ai envie d'émettre des informations qui vous aident à trouver votre autonomie et votre liberté. Et je n'ai pas du tout envie de m'associer à des machines qui pourraient être programmées pour réduire votre liberté, tout simplement. Voilà, donc ça, c'est ton point de vue parce que tu as eu des expériences par rapport à ça. Mais voilà, faut pas, c'est ta vérité. Il y a sûrement des choses qui fonctionnent très bien. C'est-à-dire que si j'étais constructeur de machines, je saurais ce que je programmerais dans ma machine. À ce moment-là, je me sers de la machine. Oui, mais quand quelqu'un me vend une machine, qui me dit ce qu'il a mis comme information dans cette machine? Je comprends tout à fait. Je comprends tout à fait. C'est une question d'honnêteté par rapport aux gens que je traite. Voilà. Mais, oui, tout à fait. Donc, donc juste une question. Par rapport à tes formations, est-ce qu'il y a des prérequis? Alors, aucun prérequis. Vous voyez, si vous étiez que des corps, comme le dit Newton, pour arriver au niveau où j'en suis, il vous faudrait une quarantaine d'années. Mais fort heureusement, vous n'êtes pas de la matière, vous êtes une conscience. Et en tant que conscience, ben, il vous suffit de 6 stages de 3 jours, c'est-à-dire 18 jours pour arriver au niveau où j'en suis. Et à la fin de cette formation, vous en serez au niveau où j'en suis et vous pourrez faire des choses assez extraordinaires. Enfin, que vous pourrez considérer comme extraordinaires, mais qui sont tout à fait normales du point de vue de la physique quantique. Super. Bah, écoute, merci beaucoup. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Non, simplement, je me réjouis d'être avec vous ce soir. Je me réjouis qu'on puisse partager un petit peu, que l'information passe. Je me réjouis des feedbacks, etc. Donc, tout va bien. Merci à toi pour le travail, le beau travail que tu fais de nous mettre en relation. Et puis, merci à toutes ces personnes qui me donnent l'impression d'être un peu utile à quelque chose. Très utile. Et puis d'ailleurs, tu es très utile parce que tous les mois, on se retrouve et la prochaine conférence, c'est le 27 mars. Oui. Donc, pour ceux qui veulent, tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a dit qu'il a activé la petite cloche sur YouTube. C'est bien d'activer cette petite cloche sur la chaîne Gwénoline TV parce que comme ça, vous allez être alerté quand il y a un direct. Et je pense même possiblement, il y a des notifications qui sont envoyées par YouTube. Donc, c'est très intéressant pour vous. Et vous pouvez même vous abonner à la chaîne Gwénoline TV si le contenu vous plaît et le recommander à d'autres personnes à qui ça pourrait intéresser. Voilà, comme ça, on peut permettre de diffuser encore plus ton message et ce que tu proposes. Eh ben, super. Voilà. Merci. Donc, on vous dit à tout bientôt. Nous, on se revoit en mars. Je sais pas si on se revoit à Paris. Mais en tout cas, allez voir sur le site internet de Jean-Pierre et découvrez les actualités. Parce que il y a des actualités qui changent régulièrement. Et bientôt, je déménage en Vendée. Je pars de la Suisse pour arriver en Vendée. Donc, voilà. Donc, voilà. Peut-être un petit peu plus proche de certains. Voilà. Donc, on vous embrasse bien fort. Merci d'être là. Ah, tiens, Olivier Fausse, que tu as eu une consultation que tu as adoré, c'est un ami, sur le salon Zen, qui est venu, tu sais, Olivier, et il s'est inscrit à ton stage. Ah, d'accord, très bien. Bon. Tu te souviens peut-être, il va t'aider aussi pour faire des vidéos. Oui, ça y est, oui, je vois tout à fait qui c'est. Il nous a écoutés ce soir? Oui, il est là. Ouais. Alors, je te fais un petit coucou, Olivier. Alors, je t'embrasse aussi, Olivier. Bon, je vous souhaite une belle soirée. À bientôt. Allez, bonne soirée.